One. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioclo Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau, Ambroise Ponjo du journal des Guardians et Joël Ega du journal Fraternité. Ensemble, nous reviendrons sur les derniers éléments de l'actualité socio-politique de notre pays. Les discussions politiques, vous le savez, sont bloquées depuis quelques jours encore. Les acteurs politiques se sont mis d'accord pour constater le désaccord. Comment renouer encore aujourd'hui le fil du dialogue et faire évoluer les choses? Nous poserons clairement la question à nos confrères. L'éducation au Togo, là aussi, syndicats et gouvernement refusent de s'entendre. Au-delà de cette crise lancinante qui dure, je veux dire, depuis des années maintenant, quelle relève pour notre société? Quels citoyens forme-t-on aujourd'hui pour le Togo de demain? Le sujet semble banal, mais complexe quand même pour une société dans laquelle tout est à refaire. Nous reviendrons clairement sur le sujet. Puis on placera également un mot sur cette division qu'on constate liée donc à la loi sur la décentralisation votée il n'y a pas longtemps. Des guéguerres s'ouvrent déjà, des problèmes, des difficultés dans la préfecture de Wawa et dans la préfecture de Zion notamment. On va l'évoquer avec mes confrères en studio. Bienvenue. Et nous commençons avec le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Le journal parlant du dialogue écrit qu'en attendant la reprise à Lomé, la mi-temps se joue à Accra avec des consultations. Et cette réaction de Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson qui dit que le facilitateur nous a dit de nous tenir prêts pour des consultations bilatérales. Et Nana Akufo-Addo dans la colonne du journal La Liberté ce matin, la liberté du peuple togolais n'est pas négociable. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Liberté. Les violences militaires se poursuivent à Sokodé, renseigne ce matin notre confrère. C'est le quotidien Liberté que vous lirez dans ce journal que vous lirez tous ces sujets ce matin. Autre journal, l'autre quotidien Togo Matin, qui est aussi dans les kiosques ce jour. Retour à la Constitution de 1992, un point d'achoppement des pourparlers. L'opposition ne veut rien entendre, écrit notre confrère. Le journal qui revient également sur la pluie à Lomé. Les activités quotidiennes prennent un coup. À lire dans le journal. L'éditorial, 2 journalistes menacés de mort. Le confrère en parle aussi. Vous lirez tous ces sujets dans le journal Togo Matin, le quotidien. Le bi-hebdomadaire, l'Union pour la patrie maintenant, loi de finances gestion 2018, ce que pèsent les sociétés dans le budget général, les sociétés d'État à 1,4% et les sociétés à 4,4%. Vous lirez en tout cas les détails dans le journal l'Union pour la patrie ce matin. Et puis pour réduire la consommation au Togo, le CADERT propose une taxe spécifique supplémentaire sur le tabac. Et puis un autre sujet également, c'est par rapport donc à la sécurité au niveau de l'aéroport. Selon une publication de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema, tout pour la sécurité jusqu'aux brises du cadenas sur le bagage. Vous lirez l'article dans le journal L'Union pour la patrie dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire L'Indépendant Express qui est aussi dans les kiosques. Dialogue en dents de scie. Le pouvoir tombe le masque. L'opposition affûte ses armes, écrit le journal. Et puis défaillance de la justice. Dérive foncière à Agouet Télésou. Le réseau Kadanga, Douvon, démolit tout un village, rapporte ce matin l'Indépendant Express. Un autre sujet abordé par le journal, c'est par rapport donc à l'économie et le refus des réformes, la vénalité à l'excès. La crise éloigne le Togo des milliards du MCC. Vous lirez l'article dans le journal L'Indépendant Express
dans le kiosque ce matin. Il y a aussi le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation qui parle du dialogue inter-togolais avec une question quand même à la clé. À qui la faute s'il n'y a pas d'avancée majeure? Vous lirez l'interrogation dans le journal. Amélioration du climat des affaires au Togo. La mutation totale de titres de propriété s'obtient en moins de 20 jours maintenant. Et puis, le secteur de l'éducation en crise, ça, on le sait. La CZ ne jure que par grève au risque de tuer son essence. Écrit le confrère L'éveil de la nation ce matin. L'article est disponible dans le journal. Il y a le bimensuel La Symphonie qui parle de la clinique Hôtel Delhi. Quand le mauvais accueil du docteur Adjenou Rose empire le mal des patients, l'article est découvert dans le journal. Et puis dialogue politique, le retour à la Constitution de 1992 cache un diable. Quel est ce diable? Vous lirez cela dans le journal. Tournoi UFOA Ouest B, tournoi des dames avec le sponsoring de Sergio. Sergio, la grande attraction, écrit le journal. Le confrère qui parle également d'un problème de chefferie, c'est dans le canton de Zafi. Chaude opposition fratricide pour la succession de Togui Idrissou à Sikouyo 3. Vous lirez l'article dans le journal, le bimensuel Symphonie. Il y a le bi-hebdomadaire L'Alternative qui parle du dialogue aussi. La suspension avant le fiasco alerte déjà le journal L'Alternative qui nous précise que bien de probables sanctions contre les officiers qui s'opposent à l'alternance et puis la longue liste des facilitateurs de la crise politique togolaise. Vous lirez l'article donc dans le journal L'Alternative. Kwacha Nyasingbe est-il vraiment recherché par les Américains? C'est l'interrogation du confrère. Vous lirez cela pour plus de détails. D'ailleurs, Fadina a été largement revenu sur le sujet dans Taxi Média Show ce matin. Outre L'Alternative, il y a aussi le journal. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est bon, c'est fini. On a fait le tour. Non, il reste le Médium. Voilà, justement. Le Médium qui évoque aussi la suspension du dialogue togolais. L'ANC remporte son premier succès. Écrit le journal, c'est à lire à la page 3. Économie avec un Millennium Challenge à compte, l'approbation du programme de seuil du Togo en vue d'un décaissement de 35 millions de dollars qui devrait donc intervenir bientôt. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'amélioration du climat des affaires au Togo, le contour des réformes cernées par les médias au cours d'un atelier de 3 jours à Lomé. C'était la semaine dernière, vendredi beaucoup plus, enfin mercredi, jeudi, vendredi. Vous lirez en tout cas l'article dans le journal Le Médium. Alors, dans les kiosques ce matin, outre le Médium, vous avez l'Alternative, L'éveil de la nation, Togo Matin. Vous avez le journal L'Indépendant Express, le quotidien Liberté. Il y a aussi la Symphonie, j'évoquais L'éveil de la nation tout à l'heure. Et puis l'Union pour la patrie. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Bonjour, merci de nous recevoir sur la 93.fm. Merci à vous tous aussi qui nous recevez partout ailleurs dans le monde sur radio taxifm.com et radio ou taxifm.tg. Voilà. Bonjour à Acha Ibrahim. Bonjour Eric et bonjour à tous les passagers. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Parfait. Fioclou à Danglenou. Bonjour Fioclou. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Bonjour à Ambroise Pondio, merci de nous avoir rejoints. Merci Eric, bonjour tout le monde, bonjour les confrères Acha et Fioclou. Alors, je voudrais que nous démarrions par la situation au niveau de l'éducation. C'est vrai que ce n'est plus une information si les enseignants annoncent des mouvements de grève. Il y a encore 3 jours de grève qui sont programmés cette semaine à partir de demain mercredi, jeudi et vendredi. L'école publique togolaise connaîtra quelques mouvements. Alors, au-delà, n'est-ce pas, de cette question sur l'éducation au Togo, où c'est clair aujourd'hui que les syndicats et le gouvernement ont refusé de s'entendre. Au-delà de cette crise qui dure depuis des années et des années, alors il y a une question, quelle relève sommes-nous en train de former pour notre société, notre cité de demain, Fioclou? Oui, merci Eric. Je peux dire que ça fait environ 4 ou 5 ans que le problème dans l'enseignement perdure. Et les autorités ont pris conscience
que quand des grèves à répétition sont toujours là, le niveau doit regresser. Et pour ne pas vous mentir, je sais qu'il y a une commission actuellement qui est en service, qui est en train de repenser le système éducatif togolais avec l'appui des bailleurs de fonds. Ce qui veut dire que le gouvernement est conscient de la situation. Oui, pour sortir le Togo de la crise au niveau de l'éducation. Au niveau de l'éducation. Alors, au-delà même de cette crise, même si elle n'existe pas, est-ce que la cité qu'on est en train de bâtir, la cité Togo, demain, vous semble rassurante? Oui, je peux dire que l'assurance ne peut venir que quand toutes les revendications du personnel enseignant sont remplies. C'est-à-dire, je voudrais dire ici que toutes les revendications doivent être mises à contribution, c'est-à-dire traitées comme cela se doit. Aujourd'hui, le problème qu'il y a et qui pèse plus, c'est le problème de primes. D'après les informations à ma possession, les primes en question, les autorités veulent qu'elles soient égales pour les anciens comme pour les nouveaux. Et c'est là où il y a la contestation. Ceux qui font 20 ans, 25 ans de service ne peuvent pas prendre la même prime que ceux qui commencent à enseigner aujourd'hui. Et c'est là où ça cause problème. Mais ils sont en train de trouver un consensus, mais ça ne vient toujours pas. Ambroise Pondio, est-ce que ça vous inquiète la formation qu'on donne à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs aujourd'hui? Oui, je crois que ce serait l'affirmative, hein, parce que moi, quand je déambule certaines voies et je vois les élèves, surtout la voie que j'emprunte le plus souvent, c'est la voie de Segbe à Kato. Vous allez voir les élèves de Wanyome surtout. Ça y est, tout le temps les enfants sont dehors. Et moi, ça me fait pitié. Même ce matin, souvent j'emprunte même l'emprise même de l'école. Et là, hier soir, j'ai discuté avec 2 enseignants. Ils sont catholiques, qui parlaient aussi de leur situation, qui ne sont pas enviables par rapport à ceux qui sont dans le public. Effectivement, quand vous rentrez dans le débat et dans le détail de ce que les enseignants ont gagné ces dernières années, sans se... Vous savez, moi, je dis ce que je vois, hein, et ce qui est objectif. Les enseignants ont gagné quelque chose. Ça, il faut pas se le voiler. C'est-à-dire que le directeur de l'école catholique me dit, ils envient leurs frères qui sont dans le public. Il donne l'exemple même d'une de ses sœurs. Lui, il est directeur, mais sa sœur est à plus de 200 000. Lui n'atteint même pas, il ne sait même pas s'il atteint 80 000 au niveau du catholique. Donc déjà, tu vois qu'il y a une frustration qui se crée par rapport aux tendances, qu'on soit conventionnel, qu'on soit du confessionnel ou du public. Et vous avez remarqué que il y avait un dossier que je devais publier, dont l'enquête n'est pas, l'investigation n'est pas bouclée. C'est une étude de la Banque mondiale qui a démontré que les enseignants du privé, qu'ils soient confessionnels ou du privé laïque, donnent plus que ceux du public, malgré l'effort que le gouvernement fait pour pouvoir honorer son engagement vis-à-vis des enseignants, même s'il y a souvent ces retards dans les négociations. On a comme l'impression que le gouvernement sait avant de le faire, pour dire que, alors qu'en réalité les enseignants eux-mêmes savent qu'il y a des choses qui se font en dessous pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et je suis d'accord avec ça. Mon père a été enseignant. Quand vous allez au Ghana, au Gabon ou au Libreville, le temps de Bongo, un enseignant du primaire peut aller jusqu'à 1 million de primes à la fin d'année. Donc imaginez donc son salaire. Donc ce qui voudra dire que il faut reconnaître que le gouvernement a fait un effort au niveau des enseignants pour améliorer les conditions de vie des enseignants. Il faut reconnaître ça. Mais maintenant, au-delà, je crois que le gouvernement doit jouer quatre sur table. Communiquer sur ce qu'il fait réellement à ces enseignants-là pour que le public sache qu'on a fait ceci, on a fait ceci. Pourtant, on dit qu'on ne fait pas. Et qu'au même moment, ils puissent régler certains détails qui ne devaient pas en principe être portés sur les médias. Oui. La question des primes, c'est dans tous les pays au monde.
plume de salissure, quelqu'un qui écrit avec la craie et qu'il inhale tous les jours les résidus, la poussière de la craie, s'expose à des problèmes de cancer ou à d'autres problèmes de santé de façon générale. Donc, disons que dans la réalité des faits, il y a la poire. Moi, cette fois-ci, je mets la poire en deux. Le gouvernement fait un effort. Non, je suis sérieux. Le gouvernement fait un effort. Ça veut dire que malgré l'effort que le gouvernement fait, les enseignants aussi doivent donner plus, doivent donner ce qu'ils doivent donner en matière de compensation. C'est-à-dire, ils doivent faire un effort de rendre ce qu'ils ont appris en termes de pédagogie et d'enseignement aux élèves pour qu'ils s'en sortent, ces élèves-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les enseignants ne jurent que par des mouvements de grève, ils finiront, comme le confrère de l'évêque de l'Ancien l'a écrit ce matin, ils finiront par tuer même l'essence de la grève au niveau du corps enseignant. Non, ce qui pousse les enseignants à être jusqu'au boutiste ou à être intraitables dans la méthode choisie, c'est-à-dire la seule arme qu'ils ont, la grève, c'est qu'ils ont comme l'impression que sur des questions essentielles, le gouvernement joue au sourd et plus au sourd-muet. Parce qu'en jouant au sourd-muet, ça veut dire que on fait semblant d'appeler les enseignants, mais on ne dit pas du concret. Au final, quand les gens quittent la table, on fait autre chose. Ça là, c'est de mauvais jeux qui jouent en défaveur du gouvernement. Et c'est une crise qui s'ajoute à d'autres crises qui couvrent déjà au niveau de la santé, au niveau même des fonctionnaires. Oui, puisque la ST, la semaine dernière, a donc, manifesté... quand vous analysez, vous comprenez que le problème est général. Parfait. Donc si le problème devient général, ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance. Alors, au-delà même de cette crise, de cette guerre Acha Ibrahim, entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, on s'entend pas depuis des années, même s'il y a quand même des améliorations au niveau des salaires des enseignants, au niveau du public, ça il faut le dire, Ambroise l'a rappelé. Au-delà de cette question, est-ce qu'il n'y a pas à s'inquiéter aujourd'hui des citoyens qui sont formés? Quand on additionne les jours de grève, ça fait quand même beaucoup. Quand vous circulez, vous voyez beaucoup de situations d'incivisme dans la cité. Alors on se pose la question, que sera le Togo de demain avec de tels citoyens? Non, il faut avouer que l'école togolaise est malade. Et ça, tout le monde a fait le constat. Quand vous renseignez auprès des enseignants, auprès des enseignants retraités, auprès de tous ceux qui ont eu à mettre les pieds à l'école ici au Togo, on vous dira que l'école togolaise actuellement, sincèrement, est malade. Malade d'abord sur le plan infrastructure, parce que maintenant les investissements en matière d'infrastructure scolaire sont rares du côté du public, bien évidemment. Et depuis qu'il y a eu l'entrée en jeu des écoles privées laïques, l'État semble se retirer presque du système éducatif, surtout de l'éducation. Il n'y a plus assez d'investissement et les rares recrutements pour pouvoir amener les apprenants à avoir, si on veut faire le prorata entre enseignants et nombre des élèves, vous voyez qu'il y a un très grand déséquilibre, parce qu'aujourd'hui, dans une classe, vous pouvez trouver jusqu'à 100 élèves. Pour un enseignant, ça pose déjà un problème pédagogique en matière d'encadrement. Voilà les problèmes que nous avons. Quand vous allez du côté des enseignants, aujourd'hui nous avons des enseignants qui sont mus par des intérêts pécuniaires, ça il faut le dire. Il n'y a plus cette vocation comme par le passé. Nous avons vu des enseignants qui aimaient toujours leur métier et qui voulaient transmettre le savoir, surtout transmettre le savoir. Et parfois il nous arrivait, quand nous étions au primaire, que les enseignants même ils allaient même jusqu'à payer les frais de scolarité de certains élèves en qui ils découvrent des talents, en qui ils découvrent des potentialités pour pouvoir aller loin, et dont les parents n'ont pas les moyens. Donc tout ça, c'est de la vocation. Il faut avoir vraiment cet amour du métier qu'on exerce pour pouvoir vraiment poser ces actes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde veut avoir de l'emploi pour pouvoir entretenir sa famille et pouvoir vivre décemment. Et ça fait que
tout... C'est légitime quand même. Hein. C'est légitime. Non, c'est légitime. Je ne dis pas que c'est pas légitime. Et tous les réflexes sont tournés vers comment maximiser encore plus de l'argent. Et étant donné que nous sommes aussi dans une société où il y a l'injustice sociale, vous allez voir à côté des petits commis qui ont des milliards et vous vous demandez, mais qu'est-ce que lui là, il a pu faire pour amasser cette richesse? Je vais parler de la corruption qui est passée par là, parce que dans ce secteur, la corruption c'est facile. Vous venez, même avec un salaire de 45 000 francs, vous pouvez vous bâtir un château parce que l'argent circule et vous en disposez à votre guise, allègrement. Voilà, donc quand je vois un peu le problème sur ces deux aspects, il va de soi que les apprenants vraiment prennent un coup. Et c'est ce que nous avons c'est ce que nous remarquons actuellement avec le niveau qui est inquiétant. Très inquiétant. Le niveau est très bas. Et il y a certains professeurs de l'université qui s'inquiètent parce que quand ils prennent les copies, sincèrement, ils ne se sentent à l'université, ils ne se sentent pas à l'aise. Ils se disent, mais quels sont ces étudiants que nous avons aujourd'hui? Des étudiants qui n'arrivent pas à faire des phrases correctement. Il y a des fautes vraiment monstres, ahurissantes. Vraiment, et ça pose un sérieux problème. Et voilà, quand vous avez de ces étudiants, je parle de l'université, des étudiants comme ça. Mais quand ces étudiants vont avoir des diplômes, ça voudrait dire que c'est bûcher, aller restituer et prendre le diplôme. Oui. Maintenant, pour rendre cela, pour mettre cela en application, pour exercer dans le sens de la construction de la cité, il doit y avoir des défaillances. Et ça, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Maintenant, quand nous revenons du côté des enseignants eux-mêmes, quand vous êtes formé au rabais, il va de soi que vous aussi vous formez au rabais. Et donc, la cité prend un coup, sérieusement. Et c'est ce qui entraîne vraiment. Et vous allez voir que, actuellement, presque tous les parents d'élèves sont à la quête des moyens, sont à la recherche des moyens pour évacuer, pour amener leurs enfants sur d'autres cieux. Or, l'école togolaise, c'était une école de prédilection, de qualité. Je me rappelle, quand nous étions dans la zone septentrionale, nous avons eu à fréquenter avec des Béninois. Ils enviaient notre éducation. Et jusqu'à alors même, il y en a aussi qui viennent, mais ce n'est plus ça quand même, ce n'est plus ça. Donc il faudrait, surtout avec les grèves à répétition et tout ça là, ça fait que les élèves ne finissent pas leur programme. Or, vous savez, les programmes sont concoctés pour donner une suite dans la formation. Donc si vous ratez certains chapitres, quand vous montez en classe supérieure et que vous n'avez pas ces chapitres, c'est déjà des lacunes. Oui, et vous accumulez de lacune en lacune chaque année. Vous comprenez ce que ça va donner. On vous donne quand même le diplôme. On vous donne le diplôme parce que dans la réalité, vous n'êtes pas bien formé, vous n'avez pas vraiment le bagage qu'il faut pour à proprement parler prendre le diplôme. Vous comprenez? Donc il y a un sérieux problème. Pays, il faut d'abord détruire son éducation. Est-ce qu'on n'est pas d'une certaine façon sur ce chemin où quand on voit les descriptifs tels que fait par Acha tout à l'heure à l'université, des étudiants qui sont mal formés ou qui bon, ils ont quand même leur diplôme, mais à la fin, on se rend compte qu'il n'y a rien là-dedans, quoi, hein, que c'est vide. Est-ce que ce n'est pas un problème pour notre cité? C'est ce Togo-là qu'on veut bâtir? Eric, j'ai dit tantôt que le gouvernement est conscient de toutes ces lacunes. C'est pourquoi, entre-temps... il ne s'agit pas de prendre conscience dans la bouche. Et c'est pourquoi... Excusez-moi, mais c'est pourquoi, par exemple, les infrastructures de formation des enseignants ont été délaissés en temps. Mais aujourd'hui, on a réhabilité les écoles nationales de formation d'instituts qu'on appelle ENI pour les CEG, l'ENS. Et en dehors de ça... combien d'enseignants passent par là? Nous avons aussi la formation des inspecteurs qui contrôlent votre bac, les enseignants qui contrôlent les inspecteurs sont formés, ils sont sur le terrain qui contrôlent les enseignants. Et en plus de ça, le gouvernement fait des coups de main aux enseignements confessionnels en leur donnant des enseignants et en payant même certains fonctionnaires pour l'église catholique et l'église protestante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est noir, mais il essaie de faire ce qu'il peut. Non, mais on n'a pas dit que tout est noir. Il y a quand même un problème au Togo. Je suis conscient. Même quand vous allez sur les réseaux sociaux, problèmes sérieux, les gens ont tendance de prendre ça comme si c'était des critiques à l'endroit du gouvernement. Là, il faudrait qu'on fasse cette précision. L'école togolaise est malade. Et tout le monde sait que l'école togolaise est malade. C'est un constat. Ce n'est pas des critiques à l'endroit des gouvernants, mais nous voudrions quand même qu'on revoie ce système. Parce que même les gouvernants, si l'école avait été défaillante à un moment donné, on devait être en présence des autorités
défaillantes, des autorités qui ne sont même pas capables de prendre le destin même du Togo en main. Mais c'est parce qu'il y a eu par le passé des enseignants de qualité, il y a eu un système éducatif qui était un système tourné vers la formation pleine des citoyens, qui a eu aujourd'hui les autorités que nous avons. Donc il faudrait que ces autorités-là fassent le constat aussi, comme tout le monde l'a fait, que l'école togolaise est malade. Donc il y a nécessité de relever le défi, de s'investir davantage pour que demain la relève ne soit pas une relève vraiment, comme on le dit, une relève à problème, une relève incompétente, une relève qui va amener le Togo vers la dérive. C'est la préoccupation que nous soulevons. Ce ne sont pas des critiques à l'endroit du gouvernement. De toute façon, c'est au gouvernement de régler le problème. Oui, tout à fait. Ambroise Pondio, le problème des civisme, ça coule les rues aujourd'hui. C'est un constat. Oui, tout à fait. Je crois que ce que les confrères disent, c'est malheureusement une réalité. Vous savez, moi, une chose me vient souvent en idée, c'est le fait de voir l'État. L'État, il fait ses efforts, hein. Le gouvernement fait ses efforts à l'endroit des... Ce qui me préoccupe, c'est les enseignants du confessionnel aussi. Oui, non, parce que la question des enseignants, oui, ça c'est notre problème. On le sait, on l'a toujours débattu. Aujourd'hui, on parle de la formation, de la qualité de la formation, oui, et des citoyens qui sont formés aujourd'hui pour demain. Je voudrais dire que déjà, c'est pourquoi je parle des confessionnels. Le collège protestant de Lomé, je donne juste un exemple. Le collège Saint-Jo, c'est les écoles qui ont été, les collèges qui ont été créés en 1947, avant la naissance de l'État togolais, qui ont formé les élèves. Je prends le cas de mon village, Michintové, dont l'école évangélique a formé des hauts cadres du milieu, plus de 5 ministres, même des anciens présidents de l'Assemblée, des Saint-Médov et autres. Donc, je puisse vous dire que l'État fait des efforts pour accompagner ces écoles confessionnelles-là. Mais ces efforts sont insuffisants. Je crois qu'il va falloir revoir la convention. Je crois, j'ai vu les gens discuter à la télé par rapport à ce que l'État fasse mieux que ça. Les califs, les réformes dans l'enseignement. Oui, il faut qu'il y ait une véritable réforme dans l'enseignement. Remonte la dernière réforme au niveau de 75, j'avais appris 75. Je ne sais pas si... Mais alors qu'ailleurs, on donne souvent l'exemple de la France, on nous dit de ne pas aller jusqu'en France, mais c'est ce qu'on connaît aussi le mieux des fois. Chaque année, la réforme n'a pas été faite en 75. On a écrit un document en 1975 pour réformer l'école togolaise. Oui. Mais malheureusement, le contenu n'a pas été mis en application. Oui, c'est vrai que... Pas totalement. C'est un petit peu comme la Constitution de 92. Donc on dit qu'on n'a pas appliqué les... C'est ça le mal de notre gouvernement. Le problème, c'est que on a des initiatives qui sont belles, qui viennent des gens, qui sont des intellectuels au Togo, des Togolais, hein, même s'ils s'en vont des fois copier au Sénégal et autres. Mais les mettre en œuvre devient un problème. Parce qu'il y a des intérêts qui sont autour de ça. Et ce qu'ils aiment faire le plus, c'est de les greffer sur des projets. Je parle du péri, de tout ça là. Oui, ça c'est bon. Parce que ça aussi c'est du business des fois. Pagep aussi, tout ça. Oui, Pagep, tout ça. Pourvu que ça aide les enfants à se sortir de leur analphabétisme et de leur acculturation. Vous savez, tous les jours que Dieu fait, les Français font des réformes sur l'enseignement, qu'il soit supérieur, qu'il soit au niveau du collège ou du lycée, au niveau des primaires. Je sais qu'au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, ces 4 dernières années, beaucoup de choses ont été faites pour améliorer la qualité de l'enseignement. Ça, il faut reconnaître ça. Vous allez voir au niveau des BTS, ce qui se faisait par le passé. Non, attendez, Ambroise. Vous avez dit que ces 4 dernières années, il y a beaucoup qui ont été faites au niveau de l'enseignement supérieur. Oui. Ces réformes concernent quoi? Ça concerne la qualité de l'enseignement. Qui en a parlé? C'est quoi précisément? Non. Ailleurs, c'est un débat national. Moi, j'en ai parlé. Excusez-moi, mais ailleurs, c'est un débat national. Tout le monde en parle. Oui, d'accord. Ici, c'est que le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement ne communique pas. C'est le tard du gouvernement de ne pas communiquer. Comment peut-on changer les donnes si quand vous prenez, à qui cela est destiné ne sont au courant de rien? Eric, quand vous prenez le cas des écoles de BTS, mais des écoles ont été évincées du lot. Des portes ont été fermées. Non, ça, c'est pas une réforme. C'est une réforme. C'est pas une réforme. C'est un recadrage. Oui, ça fait partie. Parce que c'est par rapport aux résultats fournis par ces écoles-là qu'on les a élaguées. Je parlais de la France. Vous allez voir que la France est en train de réformer le bac cette année. Oui. C'est un exemple. Et c'est un débat national. Et par exemple,
Oui. C'est un débat national. Quand vous voulez maintenant désormais aller au bac, la grande chose, c'est le grand oral qu'il faut passer. Au lieu de plusieurs matières, on prend juste 2 ou 3, 4 matières. Ça fait 5. 5 Peut-être les matières fondamentales. Donc ça veut dire que ces choses-là doivent être copiées. Et nous-mêmes. En s'adaptant à Excusez-moi. notre Ouais, réalité. il faut éviter le suivisme pour tenir compte de voilà, la et réalité. et nous-mêmes. Que faisons-nous? Il y a des suivismes qui nuisent. Ce suivisme est profitable pour le Togo. Nous-mêmes, Peu. vous rappelez, Peut-être profitable, il y a il faut des choses dire. La qui- France n'a Peut-être, pas encore expérimenté. Ce Oui. sera cette année. Je suis le premier même à m'écarter de tout ce qui provient de la France. Je ne suis ni francophobe, je ne suis ni francophile. Mais je dis quand même que s'il y a de bonnes choses à copier auprès de la France, qui, je suis désolé, qui reste le parapluie de toutes les écoles francophones en Afrique, tant bien même que je reconnais le Sénégal. Il y a des livres que nous, les Mamadou Bineta, c'est des consonances sénégalaises, l'NDBK, tout ça, là, je me rappelle. Le Togo, avec Atignon et Abetiafa, ont eu à créer des choses dans ce pays. Abaloy Afi. Ah bah lui, la fille, on pouvait Le revenir. titre c'était Abaloy Afi va à l'école et donc va à l'école. hein. On pouvait naturellement revenir sur ça. Il suffit qu'il y ait une dose de volonté, de l'authenticité togolaise. On peut rapidement se rattraper. Bien. Et se débarrasser un peu des contingences étrangères occidentales. Bonjour Joël, les gars. Bonjour mon frère. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Vous suivez le débat en arrivant, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr. le niveau des citoyens qui sont formés aujourd'hui pour le Togo de demain, le Togo qu'on veut rebâtir, est-ce que ça vous rassure? Oui, mais le Togo qu'on veut rebâtir, il faut d'abord qu'on convienne de rebâtir le Togo. Ah. Oui, il faut qu'on convienne de rebâtir Qu'on le Togo. soit tous Vous d'accord croyez que tout qu'il le faut monde... refonder ce pays? Est-ce que D'abord. tout le monde, vous croyez que tout le monde, est-ce que c'est facilement acquis dans l'esprit de tout le monde qu'il faut refonder le Togo? Non. Et pourquoi? Parce que les gens tiennent à leurs petits intérêts. Les gens ont grandi dans le système, dans ce système. Moi, je qualifie le système de nivellement vers le bas. Parce que quand vous voyez, non, ça veut dire que le niveau le niveau de compétence est à l'image du raisonnement qu'on fait en politique. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de l'alternance. Les gens trouvent que l'alternance est l'hécatombe pour eux. Mais celui-là, comment veux-tu qu'il soit prêt à céder, par exemple, son poste, qu'il accepte que les 30 ans ont sonné, il doit aller à la retraite? Comment veux-tu qu'il trouve que non, ce qu'il a donné comme compétence ne répond plus aujourd'hui, enfin ce qu'il avait comme compétence ne répond plus aujourd'hui aux exigences du jour, et qu'il faut qu'il promeut des jeunes qui aient de vraies, des compétences mieux que lui pour relever les défis de demain. Les gens avaient seulement, excusez-moi, le quoi? Le BTS, CEP, BTS par exemple, le poste de directeur d'un ministère. Oui. Aujourd'hui, il y a eu des gens en master, mais ils sont derrière lui. Effectivement. Ça pose un problème. Effectivement, moi je vous dis, quand moi j'étais en troisième année, mais j'étais avec des gens qui vivaient, c'est-à-dire qui scintillaient déjà. Mais je me dis, avec quel diplôme ces gens-là ont eu leur poste, hein, et ça se voyait, c'est-à-dire que quand on vous évalue, vous voyez, c'est des gens qui sont habitués à des raccourcis, qui veulent acheter le professeur, qui veulent voir l'épreuve avant, qui veulent même corrompre l'administration, etc., etc. Mais ça veut dire que ces habitudes, le système, en facilitant, depuis qu'on a commencé par rendre les gens riches en restant juste sous l'arbre à l'omé 2, on a créé un raccourci social. Et bon, le gars, on l'a parachuté là en tant que directeur d'un département, avec son peut-être le BBC, mais il est allé arranger le bac du Bénin. Mais il trouve aujourd'hui que non, bientôt, tel que les choses sont, on va commencer par exiger des diplômes. Mais le gars, quand il vient, il trouve que non, c'est compliqué. Parce qu'il n'est pas habitué à mériter ce qu'il a comme parchemin. Hein? Mais celui-là, quelle éducation vous voulez qu'il donne à son enfant? Mais c'est des gens qui seront normalement, évidemment, réfractaires à tout ce qui est au langage du mérite, au langage de compétence. Et c'est ça qu'on trimballe aujourd'hui. Raison pour laquelle ceux qui dirigent aujourd'hui n'ont rien à foutre que les élèves bouclent 9 mois. Non, c'est pas évident. Non, attendez. Comment s'ils n'ont rien à foutre? Ils ont été élus, ils veulent un modèle de société. Je vous ai dit que le budget national, le budget de l'État togolais a augmenté de 200 milliards au moins depuis 5 ans. Mais dans les 200 milliards, quels sont les secteurs prioritaires? L'éducation et la santé. Oui, ça devait être ça. Oui, ce n'est pas ça, devait être ça. Ça, c'est
C'est transversal, c'est universellement reconnu. Mais le Rwanda l'a fait aujourd'hui. Le Rwanda, on voit là où le Rwanda est. Le Rwanda n'a plus besoin aujourd'hui des médecins européens pour venir parce qu'ils sont allés, ils ont investi dedans. Le Rwanda n'a pas besoin des Indiens, des milliers d'Indiens dans une salle pour tenir le télécom au Rwanda. Hein? Le Rwanda n'a plus besoin aujourd'hui. Mais quand vous prenez les critères de développement, mais le Rwanda et l'île Maurice, on est sur le même continent quand même. Bien sûr. On est sur le même continent juste parce qu'ils ont investi dans l'éducation et dans la compétence de... Vous prenez le Taïwan, le président taïwanais, il a fait 50 ans au pouvoir. Mais pourquoi on l'a laissé 50 ans au pouvoir? Parce qu'à un moment donné, il s'est dit non, il faut que, malgré le Taïwan qui n'a pas de ressources, qui est un pays montagneux, etc., mais il faut qu'on investisse dans l'éducation et les gens nous donnent l'onction. Si c'était le même cas aujourd'hui, on n'aurait pas autant de jeunes dans la rue parce que ces jeunes qui sont dans la rue, c'est parce qu'on n'a pas de compétences, c'est parce qu'on n'a pas respecté leur mérite. Quand tu croises beaucoup, dis mon frère, j'ai un diplôme, mais on refuse de me donner l'emploi. Parce qu'il ne porte pas un nom. Aujourd'hui. Merci beaucoup, Joël, les gars. Oui, Acha Ibrahim. Non, au niveau de l'école togolaise, il y a un autre problème. C'est le problème de la corruption. Et quand nous parlons de la corruption, les gens pensent que... vous avez beaucoup parlé de la corruption. Ah oui, nous parlons de la corruption parce que c'est ça, c'est ce qui gangrène la société togolaise. Si on arrive à apporter une réponse appropriée à la corruption dans ce pays... Il faut enseigner tout ça. Il faut apprendre au moins à l'élève depuis le cours primaire que quand on donne des ressources pour un projet donné, il faut affecter ces ressources-là à ces projets. Quand on envoie des ressources pour un projet et les gens pensent qu'il faut passer par le port, se taper une 4x4 et revenir voir si on peut commencer quelque chose sur le terrain, mais c'est dommage. Donc il faut refonder la conscience. Il faut refonder la conscience. Il faut amener les Togolais à aimer leur pays, le sens du patriotisme. Quand le Rwanda a réussi parce qu'à un moment donné, il y a eu un travail de patriotisme, de sensibilisation pour amener les Rwandais à aimer le Rwanda. Et quand vous aimez votre pays, vous posez les actes nobles. Mais quand vous êtes là et que vous pensez que c'est du laisser aller, c'est de l'impunité, mais votre collègue à côté qui a eu à gérer un projet et à la fin à construire une belle villa, à acheter des véhicules et autres, mais vous aussi vous serez tenté. S'il n'a jamais été inquiété, ça voudrait dire que vous pensez que bon, c'est vraiment une ouverture. Voilà, on ne vous inquiétera. Ça devient une norme. C'est en tout cas du laisser aller, que chacun peut faire ça sans être inquiété. Mais quand on commence par inquiéter, quand nous disons inquiéter, d'aucuns pensent que nous disons qu'il faut aller arrêter tous ceux qui ont volé l'argent du pays et aller enfermer. Quand on enferme les gens aussi, ce n'est pas une façon aussi de les corriger. Vous convenez avec moi qu'il y a eu des études qui ont montré que la prison n'a jamais redressé. Oui. Voilà, donc il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place. Ces messieurs qu'on va ramener, on va les contraindre à payer, à rembourser. Et ils sauront qu'à un moment donné, nous avons été défaillants et voilà le prix à payer. S'ils commencent à sentir des déséquilibres dans leur façon de vivre, dans leurs choses, ils vont sentir que vraiment c'est la pire même des punitions. Je me rappelle, M. Aoumezounou, quand il était à la primature, il y a eu un problème au niveau du système de la santé, du ministère de la Santé. Au CHR Non, pas au CHR, au niveau même du ministère de la Santé, sur le projet moustiquaire, oui. mais ils ont fait des investigations, ils ont arrêté des gens, on a contraint des gens à payer et les gens sont en train de payer actuellement. Ils sont en train de payer chaque fin du mois, on prend une partie de leur salaire et on est en train de combler le vide. Voilà un très bon travail qui a été fait. Et donc, nous souhaiterons qu'à l'échelle nationale, qu'on aille vers, en tout cas, que ce mécanisme s'étende sur d'autres aspects pour amener les gens à bien gérer. Quand on parle du projet Péri, mais on nous a dit à un moment donné qu'il y avait plus de 2 milliards non consommés. Oui. Ça voudrait dire que quoi? Mais c'est aberrant. Or, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons de sérieux problèmes d'éducation. Mais on dit il y a près de 2 milliards non consommés. On a dit il y avait aussi des projets pour la construction des infrastructures scolaires. Mais lorsque Mme Lekezim était arrivée au ministère de l'Enseignement, elle a fait une tournée. Elle a remarqué qu'il y avait des écoles dans la brousse, mais qui n'étaient pas achevées, inachevables. Les entrepreneurs étaient dans la nature. C'est dû à quoi? C'est parce qu'il y avait du gré à gré. Et quand il y a un établissement à construire, il y a ces personnalités indélicates là qui
du jour au lendemain sorte quelqu'un de la famille comme entrepreneur, Oui. et on lui dit, On lui toi donne le aussi, marché. on lui donne le marché, toi aussi va construire ça. Le gars n'a même pas de truelle, il n'a même pas de comment l'appelle-t-on là, de brouette. Et du jour au lendemain, il devient entrepreneur. Comment il va s'en sortir? Ça voudrait dire qu'il aura doit du faire mal à le s'en faux. sortir. Ouais, tout, et bien évidemment. Très bien. Donc voilà des Je sais pas si vous mécanismes. arrive de circuler dans la rue et de voir des cas d'incivisme, des citoyens qui s'insultent dans la rue et qu'on sort. Oui, Ça, mais- c'est un problème d'éducation. Oui, c'est un problème d'éducation. Je dis, moi, j'arrive toujours au phénomène que nous observons aujourd'hui. Enfin, la crise que nous voyons aujourd'hui en politique, c'est la frustration. C'est-à-dire que la nation, quelle définition faisons-nous de la nation? C'est-à-dire que c'est cet espace que nous partageons ensemble et qui, dans sa gestion, prend en compte tout le monde. Oui. C'est-à-dire que quand on dit qu'on me prend en compte, mais ça veut dire que mes droits sont respectés, on reconnaît que j'ai le même mérite que l'autre. C'est-à-dire que on me reconnaît en tant que tel, on ne prend pas d'abord, on fait table rase des ethnies, c'est d'abord l'espace que vous partagez, sans distinction d'ethnie, et on respecte le droit de tout le monde. Mais est-ce que les droits des gens sont respectés? C'est ça. Et ça, moi je dis, les gens sont frustrés, mais il faut que nous nous interpellons nous-mêmes parce que le Togolais est foncièrement complaisant. Le Togolais est foncièrement menteur. Mais il faut qu'on se remette d'abord en cause. C'est pourquoi moi je dis toujours, mais on parle de changement de régime au-delà, mais il nous faut d'abord reconstruire nos valeurs. Ah oui. Il faut commencer par là. Il nous faut reconstruire nos valeurs. On les a perdues. On les a tous perdus. Tout le monde a contribué à casser les valeurs, à casser les valeurs. Depuis 80, parce que je dis 90. depuis 90, bien avant 90, on avait encore des valeurs. Mais maintenant, pour parler même du niveau de formation, mais le comble, c'est qu'il y a plein d'écoles de BTS qui sont nées. Beaucoup d'instituts. Excuse-moi, il y a plein d'écoles de BTS qui sont nées depuis 2011-2012, qui sont parrainées par des barons. Et à dessein. Ça dit que c'était devenu un instrument politique. Un instrument politique à quelle fin? C'est-à-dire que je parraine l'école et je fais passer tout ce que je voudrais, tout ce que je voudrais aligner derrière moi dans cette école. Former rapidement. Voilà, on les forme rapidement, sans aucun mérite. Il y en a plein aujourd'hui. Ils ont quand même le diplôme. Mais justement, ils ont le diplôme. Et l'école a l'agrément. L'école, c'est-à-dire que le processus même d'attribution de l'agrément, c'est que le ministre ne peut pas dire certaines choses. Mais il y a des écoles qui ont l'agrément aujourd'hui. Mais quand tu vas au niveau de formation, d'abord le processus même d'obtention de l'agrément, est-ce que les professeurs, le curricula, parce que pour obtenir l'agrément, il faut que le professeur ait un curricula et un niveau donné. Bien sûr. Mais quand vous rentrez dedans, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Non, moi, j'en ai eu plein dans ma promotion. Non, ce qui est du n'importe quoi, le ministre Broum les a mis dehors. Oui, mais c'est ce qu'on nous a dit. Non, mais il en reste encore dedans. C'est ce qu'on peut mettre dehors, ça. Ah. C'est ce qu'il peut mettre dehors. C'est ce qu'il peut mettre dehors. Mais il y a plein de ces écoles. Vous les voyez, c'est un kidam qu'on met devant. On dit c'est le promoteur, mais s'il n'est pas le promoteur. Bien. Il n'est pas le promoteur. Oui, juste ajouter que ce qui est dommage et dommageable pour le cas du Togo, c'est le fait que des nominations se font sur des bases de copinage. C'est quoi encore cette Les histoire? proviseurs sont nommés sur des bases politiques, les directeurs, les censeurs, il y a plein d'exemples. Donc, disons, je ne veux même pas citer des écoles, puisque j'allais même sortir un dossier entre-temps, mais bon. Oui. Pourvu que, après, on commentera ça que les tenants puissent savoir que ne faut pas nommer les gens sur des critères idéologiques ou politiques. C'est la compétence liée à ce que la personne a appris à l'école qu'on peut le nommer à diriger. Et surtout, la manière de diriger les humains. Parce que diriger un humain, ce n'est pas du chocolat. Donc il faudrait qu'ils apprennent ça pour ne pas venir n'importe quoi, pour diriger surtout un lycée technique qui a plus de 3500 élèves. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet. C'est une entreprise. On va aborder un autre sujet. Vous savez que depuis le vote de la loi, on pourra dire controversée sur la décentralisation, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une situation de tension généralisée qui commence par s'installer dans plusieurs communautés. Dans la préfecture de Wawa, puisque c'est ça qui est sur le tapis maintenant, la préfecture de Wawa, les populations de Klabé, Fukpa et de Oku sont à côté tirées. Le ton aussi monte au niveau de la préfecture de Zior, entre Michintove et Kovier, et c'est un vrai problème. Est-ce que finalement ce test voté sur la décentralisation, puisqu'on était tous d'accord pour qu'on ait la décentralisation, est-ce que finalement c'est source de conflit
pour nos communautés. Acha. Bon, normalement, ça ne devait pas être ainsi, hein, parce que quand on parle de la décentralisation, ce sont des études techniques et non des études politiques. Mais il se passe que les gens ont mêlé la technicité, la démographie, la géographie à la politique, et ça fait que là où on ne devait pas installer une commune, puisque on a une autorité bien vue, bien en vue, on voudrait faire plaisir à cette autorité, on installe la commune. Voilà ce qui crée des problèmes que nous avons actuellement. Sinon, il y a des centres, en tout cas, je peux dire que des centres, en tout cas ruraux, mais qui ont de fortes potentialités pour pouvoir conduire le processus de décentralisation. Vous allez voir des villages qui ont des marchés, qui ont en tout cas une certaine potentialité, des atouts économiques assez avérés pour pouvoir tenir le processus. Mais quand on ne trouve personne de cette localité, ou bien on juge cette localité, les habitants de cette localité comme étant réfractaires à une certaine politique, vous voyez, le tour est joué, on fait tout pour en tout cas les évincer. Et ça, c'est des tares que nous accumulons, et ça serait vraiment très préjudiciable pour la construction de ce pays. Allons sur des bases simples, sur des critères objectifs, et je pense que nous pouvons réussir notre décentralisation. Mais si on met dans le lot de cette décentralisation des contrôles stratégiques, des contrôles politiques, des contrôles de voir comment on peut damer le pion à une certaine sensibilité, je pense qu'on ne va rien faire, et ça serait de la merde. Les autres ont réussi leur décentralisation, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des études sérieuses qui ont été faites, et les études ont montré que voilà, si vous installez la commune ici, cette commune peut avoir des impacts sur son environnement, et à terme, ça serait vraiment un développement harmonieux. Mais quand vous commencez la commune dans un hameau, vous comprenez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas drainer, ça ne peut pas avoir d'impact pour ceux le développement des choses. C'est eux qu'on prenne en considération, finalement, au détriment. Oui, c'est des calculs politiques. Et là, je souhaiterais que nous ne fassions pas toujours usage de la politique dans tout ce que nous voulons faire. Quand nous nous fions aux intérêts politiciens, et quand nous voulons qu'à tout prix ce soit nos familles qui soient les mieux en vue, qui profitent des réformes qui arrivent dans le pays, sincèrement nous sommes en train de créer des situations, et ça fait que depuis là il y a des investissements mais ça ne marche pas. Je vais vous donner un petit exemple. Quand nous parlons de développement à la base, quand nous appelons à l'inclusion financière et autres, vous allez voir qu'il y a des milieux où si on injecte de l'argent, ça va produire. Mais il y a des milieux, quand vous amenez de l'argent, c'est un investissement mort, parce que les gens ne vont même pas exploiter les potentialités que vous avez amenées là-bas. On a construit des marchés, vous allez sillonner un peu le territoire, vous allez voir, il y a des marchés, personne n'y va. Oui, c'est parce que voilà, justement, c'est un investissement mort, parce qu'on a fait des calculs dans la tête, on a dit qu'il faut faire plaisir à un cousin, ou bien à des beaux, ou bien à la belle famille, voilà, et ça ne marche pas. Voilà, or il y a des milieux où il fallait quand même installer ces marchés. Vous allez voir le dynamisme de l'économie, le dynamisme du commerce dans ces milieux. Donc voilà, nous souhaiterons vraiment, c'est un appel que nous lançons, que tout ce qu'il y aura comme intervention dans les milieux, que cela se base sur des études objectives. Cette loi avait été dénoncée, je me rappelle, comme c'était hier, par l'opposition, parce qu'on disait que les bases sur lesquelles tout cela a été fait, c'est que c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans les communautés. Est-ce que ce n'est pas grave, ça? Oui, quand on avait commencé le problème de décentralisation, l'opposition certes avait dit qu'il y a problème. Oui. Et on a fait partir le responsable de cette commission technique et on a nommé un autre. Bon, après on nous a dit qu'il est parti à la retraite. Il est parti à la retraite. Bon, aujourd'hui, nous devons remarquer que les critères sur lesquels on se base pour faire la communication ou bien la décentralisation ne sont pas respectés à certains endroits. Et il y a trop de trafic d'influence. Il y a trop de trafic d'influence. Ce que moi je dis, il faut que la commission technique revienne sur ces documents et que le ministre de l'administration se ressaisisse du dossier pour voir si au départ c'est ce qui a été fait. Parce que si on fait un projet qui est signé par le ministre et au niveau de la correction, il donne son visa. Pour le dossier définitif, on peut changer les endroits comme cela se fait. Parce que j'ai appris, par exemple, pour la préfecture de Wawa, que ce qui a été dit était ici. Et après, quand le document officiel est sorti, c'est ici et on nomme quelqu'un qui est à la base de ça.
C'est pourquoi moi je parle de trafic d'influence. Si on est ministre, on est député, il faut laisser le travail que le service technique a fait, ça va dans le bien de tous. Comment on peut dire que dans une localité, il y a grève, les gens sont sortis dans la rue parce que ils ont grévé. Et ils ont grévé. Donc ils ne seront pas. C'est pas bien. De commune. Les histoires de chefs de commune, il faut éviter ça. Ça fait rire. Vraiment. Ça fait rire. Il n'y a pas de sérieux dans ça. C'est pas bien. D'accord. Ambroise et puis oui, Joël. Moi, je vais donner l'exemple. Tu permets que je donne. Comme il a dit, il y a des critères précis sur lesquels il faut fonder le comité technique devait siéger pour accorder tel chef-lieu à tel. Je donne le cas de Michintové. Michintové est un canton qui est fondé, le village est fondé depuis vers les années 1600. C'est-à-dire vers la fin du XVIe siècle. Oui, on est... Le canton est là depuis 1936, au temps colonial. Michintové a déjà abrité une préfecture qui a été délocalisée à Kévé. Ça, beaucoup ne le savent pas. Et je vous dis que Michintové a été fondé par un certain monsieur qui s'appelle Djogbela. C'est l'un de ses frères qui s'appelle Poké, qui l'a dit d'aller s'installer là-bas pour certaines raisons. À Koviépé. C'est Koviépé le nom même. C'est un village, nous sommes des frères. Et c'est bizarre que le même lycée que nous fréquentons, c'est Michintové Kovié, on l'appelle. Le canton s'appelle depuis longtemps. Et Togui Peli, qui est le plus vieux des chefs traditionnels qui a été installé, il fait 55 ans de règne actuellement. C'est le doyen des chefs de la localité. Non, le doyen des chefs cantons de tout le Togo. Il a été président des chefs traditionnels du Togo, bien avant les Agokoli et autres. Il est là actuellement, il est toujours en vie, il a près de 90 ans. Il est là. Je vous dis que Kovié est le premier village qui a abrité les missionnaires de Brême. Oui. Ça, c'est les raisons historiques. Raisons économiques. Michintové a un château d'eau qui sert les deux villages. C'est à ce milieu-là qu'on a installé le château d'eau. La culture du riz a été expérimentée par les Chinois en 1965. Vous allez voir des enfants chinois dans le pays. C'est à Michintové. C'est à Michintové. La FUSEC Togo, qui est l'une des premières institutions de microfinance au Togo, c'est à Michintové qu'on l'a installé. Ça, c'est des raisons économiques qui valablement peuvent balancer du côté de Michintové. Et ensuite, il y a d'autres critères sociologiques qu'on peut imaginer. La CET, la transformation, c'est à Michintové. Donc, plein de choses qui concourent. Et même la première monture qui a été votée par l'Assemblée, c'est Michintové qui a été pris. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe, c'est que l'injustice là est criade. C'est une véritable injustice. Sur la première monture, c'est Michintové qui a été écrit. Comment se fait-il que du jour au lendemain, ça fait à peine 2 semaines ou 3 semaines, on remplace ça par Kovié? C'est ce qui fait bouillonner les jeunes à Michintové. Ils sont bouillonnés. Il semble que la tension est maximale. La tension est au summum parce que c'est les grands frères qui leur disent nous allons emprunter les voies administratives d'abord, avec un mémorandum bien rempli. C'est les éléments du mémorandum que je suis en train de vous citer. Comment vous allez voir toutes ces raisons-là? Et que Kovié, qui est un village qui a eu le canton qu'en 92, comparativement à 36. Non, c'est-à-dire qu'il y a une injustice criade qu'il faut corriger. Il faut que le gouvernement, moi je ne demande rien, je ne veux pas parler des influences, tout ça là, que le gouvernement corrige. Peut-être que Edouard Boukouessi n'a même pas vu ça. C'est un monsieur qui s'est assis quelque part dans la nuit. Non, comment le ministre va signer sans voir? Non! Sans lire? Un décret se fabrique comment? On dit la fatigue aussi joue des tours aux gens. Non, attendez là. Non, pas la fatigue. De l'État. Le décret peut comporter 4 ou 5 feuilles. Il suffit qu'on amène ça au bureau du ministre. C'est la dernière page qu'il va signer, non? Il peut ne pas lire. Bon, monsieur le ministre, tout est fini. Lui signe. Il a oublié qu'on a sauté un nom. Ça peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé à Michintové qu'il faut rapidement corriger. Sinon, ça va bouillonner. Bon. C'est pas que ça va bouillonner, ça bouillonne déjà. Voilà. Messieurs, je veux donner la parole à Joël, mais il y a un impératif. Nous allons marquer une pause. Juste après, on se retrouve dans 2 minutes environ. Sur Taxi FM, l'info roule. Retour en studio pour la deuxième partie de Taxi Presse avec Fiokoulo Adanglenou du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim du journal Temps Nouveau, Ambroise Pondio du journal des Guardians et Joël Lega du journal Fraternité. Alors Joël, la question fondamentale c'est au niveau de cette loi sur la décentralisation avec les remous finalement que ça crée dans plusieurs de nos communautés. Et on évoque notamment le cas de la préfecture de Wawa et de la préfecture de Zion entre Michintové et Kovié, pas trop loin de chez nous. Oui, effectivement. Mais je crois que sur la question de Michintové et Kovié, il n'y a pas match. Il n'y a pas match qui ne connaît pas
l'essor de Michel Ntové par rapport à Kovié. Kovié, on a commencé par connaître Kovié. Avec le pèlerinage catholique là. Avec le pèlerinage catholique. Non, mais Kovié. Sinon que mon frère. C'est-à-dire que sa médiatisation. C'est-à-dire que avant qu'il y ait le pèlerinage, tu traverses Kovié sans savoir. Enfin, quand tu traverses Kovié, c'est comme tu es toujours à Michel Ntové. Ça, c'est une vérité. Et actuellement même, bon, pour qui je sais de quoi je parle, je suis dans le milieu au moins chaque 2-3 week-ends. Ben, quand on te dit, quand je amené un ami à acquérir un terrain là-bas, on nous a dit ici c'est Michel Ntové, ici c'est Kovié, je dis, mais où est la différence? 2 km. Oui, c'est ça. C'est à 2 km. On te dit c'est ici, c'est Michel Ntové, ici c'est Kovié, mais je te dis, où est la différence alors? À plus forte raison que tu entames Kovié, tu traverses Michel Ntové avant d'aller au pèlerinage, encore à Kovié. C'est-à-dire que c'est le même espace. Oui. Je me demande même pourquoi on ne donne pas Michel Ntové à tout cet espace-là. Pour nettoyer Kovié. Oui, pour nettoyer. Non, ça dit qu'en fait, non, pour sceller. C'est ce qui c'était avant. Pour sceller, pour cimenter cette fraternité-là. Pour cimenter cette fraternité. Et c'est ce que la décentralisation devait faire. La décentralisation devait plutôt permettre aujourd'hui que aujourd'hui que l'alternance est inévitable. La décentralisation devait baliser la voie à comment vous l'appelez au ciment du tissu social qui a été mis en lambeaux durant longtemps. Aujourd'hui, c'est le comble. On fait pire. Au moins à la base, il y avait une unité, on respectait encore les valeurs et les cultures. Mais aujourd'hui, le pouvoir est descendu encore là-bas. Après avoir dépossédé la base du respect de la chefferie traditionnelle, on veut aujourd'hui même diviser. Allez-y. On veut diviser la communauté. On veut tordre le cou aux valeurs culturelles, aux valeurs sacrées que nous avions, aux valeurs de fraternité. Mais le pouvoir va détruire le pays jusqu'où? Mais ce qui est sûr, les hommes ne peuvent pas s'imposer à l'histoire. C'est l'histoire qui s'impose aux hommes. Oui, bien sûr. Les hommes ne peuvent pas s'imposer à l'histoire, c'est l'histoire qui s'impose aux hommes. Et quand je parle, et quand vous parlez tantôt des marchés, je dis, ça c'est ma conviction, on ne crée pas un marché se crée. Oui, c'est ça. On ne crée pas un marché se crée. Voilà. Quand vous voyez tous les marchés qui ont des réputations aujourd'hui, demandez comment ça a été créé. Ça veut dire que c'est né comme ça. C'est spontané. Oui. Et en cela, je dis, parce que quand on va créer le tribunal des torts que la décentralisation a posé, c'est le ministre Boukessi qu'on va interpeller. Or, moi j'ai été émerveillé par une gestion que Boukessi a fait d'un dossier tout dernièrement à Agbodjomé par exemple. Oui, Agbodjomé par exemple, où il n'a dit que la vérité, parce qu'il a remonté dans l'histoire, il a respecté au moins cette justice que Adema avait rendue en son temps, pour donner la chefferie à qui le mérite, notamment la famille Ati. Oui, le problème n'est pas fini là-bas aussi quand même. Oui, le problème n'est pas fini là-bas, mais au moins aujourd'hui tout le monde est comme tout le monde converge. Aussi qui a été tout le monde converge que c'est le voleur plutôt qui crie au volet. Est-ce que vous voyez, c'est le voleur qui crie au volet. Aujourd'hui, au moins Agbodjomé, on sait que le ministre Boukessi n'a fait que respecter le droit, la vérité. Mais pourquoi ne pas avoir le même courage de voir ces barons-là qui l'instrumentalisent dans le cas de Michel Ntové, Kovié dit non, attends. Tout le monde connaît cette histoire. Il n'y a pas que le cas de Michel Ntové. Je donnerai l'exemple dans le Wawa, dans le Tingu, c'est ça, à Saint-Cassé, etc. Un peu partout, mais on n'a qu'à dire la vérité. Bon, on espère que cette loi sur la décentralisation ne va pas créer plus de problèmes que ce qui a été prévu par les techniciens, puisqu'il y a un travail qui a été fait au préalable, qui a défini les choses. Aujourd'hui, on se rend compte que ça prend d'autres tournures. On espère vivement que les autorités prendront conscience de ça et régleront le problème. Je voudrais juste dire, tu as souvenance que dans notre dernière parution, avant dernière parution, on a parlé de ce problème. Oui, bien sûr. Que la décentralisation est en train de créer. Et sans compter que le développement à la base a créé même d'autres problèmes avant que la décentralisation ne vienne créer. Non, a créé d'autres problèmes avant que parce que quand vous voyez dans la politique nationale de développement à la base, il est dit que le développement à la base devait baliser la voie au déploiement de la décentralisation, notamment en dotant les communes des infrastructures socio-économiques. De base. Voilà, de sorte que quand les conseils municipaux vont s'installer, qu'il n'ait pas de problème à faire tourner le budget, enfin, à alimenter le budget. Mais aujourd'hui,
Le premier chantier qu'on a confié au développement là-bas, c'est les marchés. Qu'est-ce qu'on a fait des marchés? 400 millions par ici. Et des marchés qui ne sont même pas rentables. Qui ne sont pas rentables, qui sont boudés par les communautés. Mais quand les conseils municipaux vont s'installer, ils vont vivre de quoi? Pendant que dans des milieux où on devait normalement installer des marchés, on n'en a pas installé. Moi, je vous dis, quand vous allez au nord, par exemple, on dit la région de la préfecture de la Kosa, on a créé 2 ou 3 communes. Vous voyez, vous prenez par exemple Kouméa. On dit que Kouméa, comment vous l'appelez, Kouméa sera chef-lieu d'une commune. Mais quand vous allez à Kouméa, par exemple, le marché est à terre. C'est à peine 10 ou 20 exposés. Même pas de hangar. C'est en plein air. C'est en plein air sur des cailloux. Mais on va faire comment pour faire tourner les conseils municipaux? Mais ça veut dire qu'il y a on a voulu tromper. Enfin, ceux qui sont l'État ont voulu tromper l'État. Aujourd'hui, on a les conséquences en face. Mais il faut qu'on interpelle ces personnes-là demain. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que le ministère du Développement là-bas devait mettre des infrastructures. Bon, avec le temps, on pourrait mettre le marché là en dur. Non, on va le mettre encore le temps qu'on fasse les élections. Monsieur, merci beaucoup. Je veux maintenant qu'on aborde la question politique. Et ça aussi, ça intéresse une partie de l'opinion. Vous savez que les discussions politiques ouvertes le 19 février dernier rencontrent quand même des difficultés. Aussitôt ouvert, ce dialogue a été refermé juste après. Et vendredi qui a suivi, les acteurs se sont retrouvés pour continuer les discussions. Aussitôt démarré, aussitôt refermé. Et maintenant, on renvoie les acteurs à une date ultérieure. Alors, il se pose beaucoup de questions quand même. Et c'est clair que les discussions politiques sont bloquées. Le confrère à l'Alternative ce matin, évoquant le sujet, parle de la suspension des travaux en attendant le fiasco. C'est sûr dans la tête de notre confrère là que ça ne marchera pas, cette discussion politique. Alors, on se rend compte que les acteurs se sont mis d'accord pour qu'il y ait un désaccord autour de ces questions. Comment est-ce qu'il faudra faire maintenant pour renouer le fil du dialogue, à votre avis, Fioclou? Il y a le confrère l'évêque de la Nation qui pose une question. À qui la faute s'il n'y a pas d'avancée majeure? Je ne sais pas s'il va falloir commencer par chercher les pattes des anges. Non, vous savez, déjà la volonté manifeste qu'il y a eu le 15 pour l'ouverture, cette même volonté qu'on a retrouvée à la reprise, le 23, moi je peux dire personnellement que pour le moment, il n'y a pas de problème majeur. Il y a la question de C92 qui devait être discutée. Et c'était ce problème-là qui était à l'ordre. Justement, c'est ça le problème majeur. C'est ça le problème majeur. Et au cours des premières discussions, il y a le blocage parce que la coalition voulait le retour. La délégation de l'UNI ne voulait pas, compte tenu de ses implications immédiates. Et c'est là où le facilitateur, pour couper la poire en deux, et compte tenu de son agenda chargé, c'est-à-dire devait faire une tournée européenne, a jugé utile de suspendre la séance pour que les deux parties méditent très bien sur la conduite à tenir. Et c'est pourquoi le renvoi pour une date ultérieure a sanctionné les travaux. Bon, pour le moment, ces moments de répit permettront aux deux parties, en principe, de se concerter et discuter. Mais moi, à mon point de vue, je ne crois pas que ça pourrait être possible. Ce qui veut dire que chaque état-major restera sur sa position. Parce que pas plus tard que ce matin, le délégué général de l'UDS Togo, Antoine Follet, qui était sur une radio consoeur, et déclarait que la coalition des 14 partis politiques n'apposera jamais sa signature au bas d'un document qui dira que Faure Gnassingbé sera encore candidat en 2020. Alors, de ce point de vue, et quand le parti au pouvoir et le gouvernement togolais aussi restent bloqués dans leur starting block, on comprend finalement qu'on a du chemin à faire quand même à Tchaïbaï. Oui, effectivement, mais il faut rappeler quand même que tout de suite, nous n'allons pas dire que le dialogue est bloqué, parce que moi je me fie à la déclaration officielle faite par le diplomate ghanéen, M. Osei. Mais en même temps, on peut aussi lire entre les lignes. Tout à fait. On analyse. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Consommer. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils sont rentrés dans la salle, il y avait
pas, en tout cas, convergence d'idées sur la question de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Pour unir, il s'agit des réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais pour l'opposition, il s'agit du rétablissement de la Constitution de 1992. Donc, du coup, ça a posé problème. Et nous tous, nous savons, il faut être naïf pour ne pas savoir que quand on va aborder le sujet des réformes ou bien du rétablissement de la Constitution, ça va poser problème. Il y aura vraiment un débat houleux. Nous tous, nous en sommes conscients et nous savions que vraiment cette question allait susciter des débats houleux, peut-être qu'il va s'étendre sur plusieurs séances avant que les uns et les autres n'arrivent quand même à trouver un terrain d'entente et peut-être à part un sursaut patriotique, voir ce qu'il y a lieu de proposer pour que ce débat avance dans notre pays. Parce qu'on a trop traîné sur ce chantier de réforme constitutionnelle et institutionnelle. Bon, maintenant, lorsque l'ambassadeur a parlé de l'ambiance qui était très bonne et que chaque camp a exposé de façon claire et nette ses préoccupations par rapport à cette question de réforme constitutionnelle et institutionnelle, il y avait aussi un problème d'agenda du facilitateur. Puisqu'on nous a dit que le président ghanéen devait aller aux États-Unis, il y est déjà, et par la suite, il devait faire une tournée européenne aussi. Donc après cette tournée européenne, il devait revenir peut-être au pays autour de 4 février, comme ça. Donc c'est pourquoi ça a été suspendu. 4 mars. Autant pour moi, 4 mars, comme ça. C'est pourquoi ça a été suspendu, parce que il tient à être là, à écouter les partis pour faire avancer les discussions. Donc voilà ce qui s'est passé. Bon, maintenant quand nous revenons sur le débat même de réforme constitutionnelle et institutionnelle, d'autres parlent de réforme et nous savons que quand on parle de réforme, c'est qu'on veut améliorer quelque chose. Donc, ils sont conscients que le tripatouillage qui a été fait en 2002 n'arrange pas le pays. Et M. Faure Gnassingbé, lorsqu'il est venu en 2005, lui-même, il a constaté qu'il fallait aller vers l'amélioration de notre constitution togolaise parce qu'il y a des dispositions qui n'étaient pas des dispositions qui riment avec la modernité. Ce sont des dispositions qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs de démocratie et les valeurs de droits de l'homme que nous voulons vraiment et que cela soit que la fasse droit de cité sur le continent africain. Donc, il a promis quand même aller dans ce sens. Donc, et ça fait 13 ans que ça dure. Ça fait 13 ans que ça dure. Heureusement qu'il y a eu un déclic parce qu'entre-temps, il y a eu évolution dans la mentalité des partisans du parti au pouvoir parce qu'ils ont accepté finalement le principe de limitation du mandat qui était un sujet tabou. Et ils ont accepté aussi le principe d'élection à 2 tours à la présidentielle lors des élections présidentielles. Il y a une avancée majeure dans leur façon de concevoir l'avenir du pays. Donc du côté de l'opposition, on trouve qu'il faut rétablir la constitution de 1992. Ça aussi c'est un débat. Et donc ce qu'il y a lieu de faire maintenant, et je pense qu'avec l'apport du facilitateur, ils trouveront la panacée qu'il faut, ils trouveront la solution qu'il faut pour que le pays quand même puisse avancer. Il est question aujourd'hui, je le dis et je le répète, d'un enjeu de développement. Parce que le Togo ne va pas toujours traîner sur les questions politiques. Parce que nous sommes un État démocratique. En même temps, c'est les politiques qui poussent le développement. Voilà, c'est pour amener les acteurs politiques à ne pas s'éterniser sur les questions politiques. Puisque quand je le dis, c'est parce que nous sommes un État démocratique. Nous concevons que nous sommes un État démocratique. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de proposer des lois démocratiques comme ça se fait dans d'autres pays pour faire avancer le pays? Un État démocratique, un État en voie de démocratie. J'ai dit, dans notre constitution, dans le préambule, c'est dit que l'État togolais est un État démocratique. D'accord. Donc c'est un acquis et c'est acté par tous les citoyens. Mais cherchons des lois démocratiques, puisque partout où vous passez, quand vous allez au Bénin, la constitution ne pose plus à proprement parler un problème. Au Ghana, non. Au Burkina non plus. En Côte d'Ivoire, ils ont évolué. Donc pourquoi le Togo va toujours rester sur les questions de constitution? Mais quand même, il faudrait qu'on avance à un moment donné pour qu'on s'attaque au problème de développement. Aujourd'hui, c'est le problème de croissance, c'est le problème de positionnement des pays. Au Ghana, ils sont en train de travailler pour créer la richesse. Mais nous allons toujours rester sur les questions politiques. On est en train de détériorer notre tissu social. On est en train de créer des frustrations. Chaque jour que Dieu fait, c'est des familles qui se divisent à cause de la politique. Mais arrêtons ça, il faudrait qu'on avance. Joël Lega. Oui, moi je voudrais... Comment faire pour avancer aujourd'hui? Non, on avancera. Moi, je suis plus que confiant. Qu'on n'avancera pas? On avancera. On avancera, très bien. Moi je suis plus que confiant. Et je suis remonté quand les gens parlent, quand mon confrère Alternative parle déjà de fiasco.
Parce que je fais... Vous êtes remonté contre l'alternative? Oui, mais tous ceux qui parlent de fiasco, tous ceux qui annoncent l'échec, en ce sens que je fais appel à ce verset de la Bible, je ne peux pas le citer clairement, mais le Christ dit, tu ne peux pas me tenir par la main, tu me tiens par une main, tu regardes encore en arrière. Soit tu veux avancer ou tu ne veux pas. On est obligé d'être optimiste. Oui, on peut pas vous refuser d'être optimiste, mais permettez que d'autres aussi, par rapport à la lecture de la chose, sont en train de prédire que de la manière dont ça se passe. Mon frère, nous sommes en train d'aller vers le fiasco. Nous sommes des éclaireurs. On ne peut pas prédire le négatif. Donc ça peut être aussi une pression sur les acteurs. Bon, si c'est une pression, tant mieux. Mais si c'est pour dire non, déjà tout est gâté, on ne peut pas aller de loin, on peut aller de l'avant. Je dis non et j'ai les éléments. Les éléments, les voici. Vous allez voir le règlement intérieur. Le règlement intérieur qui a précédé l'ouverture du dialogue proprement dit. Le règlement qui a été violé plusieurs fois déjà. Non, un règlement qui a été violé plusieurs fois déjà, mais est-il que vous voyez les 11 points? Les partis ont convenu. On est d'accord. Oui, attends. Que ce règlement intérieur a été déjà violé plusieurs fois par les acteurs. Bon, moi je ne vais pas passer, mais moi je fais une lecture. Non, je lis, je vous cite les 11 points. Enfin, un des 11 points, il est clairement, les acteurs, hier, le dialogue, le langage était carrément décousu, c'est-à-dire le pouvoir dit, vous vous rappelez Christian Tribois qui dit, s'il faut négocier la candidature de Fort pour 2020, il n'y a pas, enfin ce sujet ne sera pas sur la table. Entre-temps, le discours a évolué. Bawara a dit, aucun sujet ne sera tabou. Et le sujet tabou, c'est le retour à la Constitution de 92. Mais dans le travail préparatoire, le pouvoir a accepté qu'on parle du retour à la Constitution de 92 avec les implications. Oui. C'est bien inscrit. Oui, ils ont discuté. C'est-à-dire que les positions seraient des positions de faïence qu'on n'allait même pas inscrire. On allait parler juste comment faire pour faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et l'opposition allait dire, pour nous, les réformes institutionnelles, c'est revenu à 92. Les réformes constitutionnelles, c'est revenu à 92. Et le pouvoir allait faire sa position. Mais il a été acquis qu'on parlera du retour à la Constitution de 92 avec ses implications. Je crois que le second point, c'est l'éventualité d'un référendum, etc. Oui. Moi, je dis ça, c'est pour adoucir le pouvoir. Mais est-il que quand vous voyez, même l'évolution de la crise depuis le 19 août, jusque-là, ben, c'est toujours l'opposition qui marque des buts. On dit, on va interdire les manifestations, on n'a pas pu les interdire. Le pouvoir s'est mis dans la rue pour casser l'élan, on n'a pas pu le casser. On a sorti des milices, ça n'a pas marché. Le pouvoir a organisé les manifestations du 13 janvier pour dire, allons directement au référendum sans le dialogue. On a tout fait pour éviter le dialogue. Aujourd'hui, on est au dialogue. Le cadre de discussion, on disait ça serait inclusif, tout le monde doit participer, etc. Alors que déjà le 27 novembre, quand le dialogue était là, on a convenu du format 7-7. Aujourd'hui, on est dans le format 7-7. Donc, il faut reconnaître que les 2 semaines vont juste permettre de voir comment on va revenir à 92 pour ne pas frustrer trop de personnes. Moi, je dis c'est ça. On ne peut pas parler aujourd'hui de fiasco. On reviendra à 92, soit intégralement ou avec des modifications, avec des ajouts sur des propositions de unir. Et moi, je suis partisan de cela. Au niveau d'unir, ce qui est beaucoup plus évoqué, ce n'est pas tant le retour à la Constitution. Mais quel sort sera réservé à Faure Gnassingbé si on fait revivre cette constitution? Oui, justement, ça veut dire que le parti a été clair. Faure Gnassingbé sera candidat en 2020. Ça veut dire que le fil du dialogue n'est pas aujourd'hui coupé. Il ne le fera pas. Sur la base de 92, mais carrément sur un autre problème. Ça veut dire que sur le second volet de ce point-là, retour à 92 et les implications politiques. Et les implications. Maintenant, sur les implications, certainement qu'on va trouver un mécanisme. Si moi je suis sûr qu'on va trouver un mécanisme. Je vais peut-être vous proposer, parce que quand on écoute les acteurs, quand le débat sur le retour à la Constitution a été posé vendredi dernier, UNIR a répliqué que, au lieu de parler du retour à la Constitution, on commence par les implications.
Justement. Et c'est là où le débat a commencé. Donc on n'a pas commencé par le retour. On a commencé par les implications. Justement, ça veut dire qu'aujourd'hui. Non, excuse-moi, ça veut dire qu'aujourd'hui. Le retour est possible. Non, on n'a pas encore discuté du retour. Excuse-moi, mon frère, ça veut dire que. Des implications. Ça veut dire que. Non, on veut s'assurer du sort d'abord. Excusez-moi, mon frère. Avant d'évoquer. Ça veut dire que du 15 septembre à ce jour, on a évolué. Ça veut dire que UNIR a oublié carrément le forcing référendaire là qu'on voulait faire, son projet de loi là, hein, et accepte aujourd'hui qu'on revienne en 92. Bon, maintenant, les implications, je vous dis, si on a pu faire un, on fera deux. Parfait. Les implications, on trouvera un mécanisme. Ambroise Ponjo, maintenant. Oui, je crois que l'alternance au Togo va plus dans l'intérêt de Faure Gnassingbé et de son clan politique. Expliquez-vous, Ambroise. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays frère. Tout le monde est nous sommes tous des frères. Kabier, Losso, Eve, Mina, Bosso, tout ça, nous sommes des frères. Mais il ne faut pas que certaines pensent que le Togo est un héritage et qu'on ne touche pas, on ne touchera pas à cet héritage-là. Même les héritages, à un moment donné, ça tombe même dans la main d'autres individus qui ne sont pas dans la famille. Je prends le cas de Johnny Hallyday et sa femme, sa dernière femme. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, l'alternance au Togo fera du bien parce que ses enfants hériteront du bien qu'il a fait en quittant tranquillement et paisiblement le pouvoir en 2020. Je ne suis pas pour le fait que Faure Gnassingbé quitte immédiatement le pouvoir. Ça, c'est les politiciens qui le disent. Oui. Et ils auront leur raison. Parce que quand vous voulez aller négocier, il faut mettre la barre haut. La preuve, c'est que le pouvoir aussi fait du sien, capter 4 personnes, libérer 2. Ça, c'est des monnaies d'échange. Vous allez remarquer qu'ils ont, au lieu de libérer tout le monde en même temps pour aller à l'essentiel du dialogue, on les libère goutte à goutte. Ça, c'est des monnaies d'échange. Ce qui peut-être pour la réelle politique est bien, mais qui n'est pas bien pour l'entendement humain togolais. Maintenant, pour ce dialogue, je ne pense pas que tout a capoté. Rien n'a encore capoté. Vous pensez que ce monsieur-là va quitter son pays, laisser ses affaires, venir ici le lundi, le vendredi? D'abord que Faure Gnassingbé lui reste dans son palais et qu'un autre président qui a d'autres choses à fouer vienne ici et qu'il revienne vendredi et que chaque fois, lui, le plus âgé d'ailleurs de la sous-région, quitte ici le 2 février pour aller à la présidence revenir. Vous pensez que c'est du chocolat tout ça? Non, ce n'est pas du gratuit. Les Bouhari sont en train de suivre à la loupe ce qui se passe au Togo. Non, ils feront quoi? Non, Ambroise, ils feront quoi? Ils l'ont fait en Gambie. Non, laissez-moi y aller. Le chef de l'État dans le cadre de la CEDEAO. Dans le cadre de la CEDEAO. Ils l'ont fait au Libéria. Ils l'ont fait en Gambie. Le Togo ne sera pas l'élève récalcitrant de la zone. Et Bouhari a été clair. Obasanjo l'a essayé. Mais aujourd'hui, il regrette d'avoir mis son nez dans cette histoire. Il aurait pu agir tel qu'il avait souhaité au départ. En 2005. En 2005. Donc c'est pour vous dire que le dialogue n'est pas capoté. Il y a des discussions de coulisses. Le monsieur dit, venez chez moi à Accra, on va en discuter. Moi, je félicite ce gouvernement pour avoir pensé commencer par lâcher du lest sur là où il s'est accroché. C'est-à-dire la Constitution de 92. Cette Constitution a une valeur juridique importante. En quoi le gouvernement dans la hiérarchie des normes. Non, Ambroise, expliquez-moi. En quoi le gouvernement a-t-il lâché du lest par rapport à cette Constitution? Ce retour le fait de dire simplement, je le disais tout à l'heure, j'allais dire ça. Heureusement, je l'ai dit. Le fait que le ministre Bara, que je connais très bien, ait dit qu'il n'y aura aucun sujet tabou, c'est une avancée. Oui, mais on n'a rien gagné. Oui. L'opposition n'a rien gagné. Non, attends, ils vont gagner. Ce n'est pas l'opposition qui gagne en fait. Moi, quand on parle d'opposition, ça me pose un problème. C'est le peuple qui est dans la rue, majoritaire, qui gagne dans tout ça. Parce que la concession, c'est le peuple qui l'a faite pendant plus de 28 ans. Les gens sont morts. Les gens ont perdu leurs enfants dans cette histoire de crise politique. On a maté des gens à Sokone, à Bafile et à Mango. Les gens sont toujours tyrannisés à Sokone actuellement. C'est eux qui en paient le prix et c'est eux qui en font des concessions. Si la concession doit venir d'un camp aujourd'hui, c'est ceux qui sont là depuis 50 ans. Il faut dire qu'on ait le courage de le dire clairement. C'est eux qui doivent le faire. Et je le dis, que cette armée que les gens accusent est l'une des armées les plus disciplinées de la sous-région. Et si éventuellement un pouvoir civil venait à remplacer Faure Gnassingbé et son clan, l'armée sera soumise. C'est en cela que je dis. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr, puisque l'armée est une institution de la République. S'il y a dans tout groupe d'individus ou corps de métier, il y a des brebis galeuses. Mais eux ne sont souvent pas nombreuses.
Quand on a pris le Djendjéré, l'armée burkinabé existe toujours. Tout est silence radio. Donc ce silence aussi viendrait ici. Moi je me réjouis qu'on a une armée au sein duquel on a des intellectuels, des juristes, des gens de haut niveau qui ont fait Saint-Cyr et autres, et qui sont animés de discipline. Cette discipline-là, qui les gouverne depuis fort longtemps, elle sera soumise à un pouvoir politique qui viendra remplacer. C'est le pouvoir politique qui influence l'armée. D'accord. Je vais terminer en disant. Oui, non, justement, terminer. Donne la parole aux autres aussi. En restant dans le champ des ordres donnés pour aller mater ou réprimer, la loi a changé. Chaque armée dans tout pays a un statut. Oui. Quand tu donnes l'ordre d'aller tirer sur quelqu'un, et celui qui donne l'ordre, et celui qui l'exécute, ils subissent le coup de la loi. Au départ, c'était celui qui tirait, celui qui exécutait. Parce que l'exécution va réclamation. Aujourd'hui, celui qui donne l'ordre aussi est dedans. Et les instruments internationaux sont aujourd'hui clairs. Même après 50 ans, on te prend, tu es foutu. Donc, moi, je me réjouis qu'on a une armée qui est douée de gens intelligents, qui est remplie de gens disciplinés. Et cette armée-là, je ne crois pas que si demain un pouvoir civil est pas mal formé, qui est conduite par un civil autre que ceux que nous connaissons aujourd'hui, peuvent sortir. On a la parole à Joël, excusez-moi, Joël Fioclou. Oui, concernant l'armée ou quoi? Oui, sur la question. Aujourd'hui, le débat reste entier. Hein. Le débat reste entier aujourd'hui. Bah, ouais, alors, oui, là, les acteurs se sont séparés parce qu'on n'a pas trouvé d'accord la dernière fois. Bon, on a dit les prochaines discussions, c'est dans 2 semaines. Bon, ça fait moins de 2 semaines. On n'a pas dit précisément 2 semaines, mais on a dit dans les jours à venir. Et ultérieurement. Oui, il y a aussi. Il faut les faire revenir autour de la discussion quand même, hein, ouais. ces acteurs. Et ces acteurs vont reprendre leurs activités. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est le problème de l'armée dont a parlé Ambroise. Il est bien dit dans notre constitution que l'armée est sous l'autorité du gouvernement. Ce qui veut dire que s'il y a élection demain et que le président Faure Gnassingbé perd dans les urnes, et que lui et son parti perdent dans les urnes, et que c'est le cas qui gagne par exemple et son président devient président de la République, cette même armée dont on parle tant que c'est l'armée de Gnassingbé, cette armée va être soumise aux nouvelles autorités, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi quand on dit que l'armée doit être invitée au dialogue, moi je dis que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. L'interprétation que les gens font de l'armée n'est pas celle-là. L'armée est apolitique et est soumise aux autorités. Que le gouvernement civil vient, cette même armée, tant décriée par les Togolais, sera soumise aux nouvelles autorités. Bien. Je voudrais juste faire une lecture géopolitique de la crise politique togolaise. Tantôt, Ambroise parlait des Bouhari qui suivent de près la question. Bon, ça peut faire marrer, mais ce n'est pas aussi rien. En ce sens que, aujourd'hui, vous voyez, ça veut dire que le Togo représente un enjeu CEDEAO. Bien sûr. Le Togo représente un enjeu CEDEAO. Et quand je parle de l'enjeu CEDEAO, c'est aussi l'enjeu économique. Pas seulement au niveau des affaires, mais quand on parle de la monnaie unique de la CEDEAO, la monnaie unique passe par la stabilité politique aussi. Hein? Il faut qu'on certifie l'alternance dans la région. Et le Togo, je parle de la CEDEAO est devenue aujourd'hui le gâteau que tous ces conquérants économiques là veulent avoir dans leur escarcelle. Et quand on nous laisse aujourd'hui discuter aisément de la monnaie unique, et quand d'abord nous avons le processus sur la monnaie unique a été arrimé, enfin inspiré du modèle euro. Et sachez que quand les chefs d'État se réunissent, comme Gbagbo le dit, vous allez à un sommet des chefs d'État africains, mais derrière, dans le couloir, vous avez des milliers de blancs qui sont là, qui dictent les lois. Et quand Mohamedou Issifou déclare la fois dernière au Ghana que les critères de convergence ont été réduits de 11 à 6, comprenez que la CEDEAO qui est également financée par l'Union européenne, ça veut dire que ces Européens sont d'accord que vous ayez une monnaie, parce que ça les arrange. Parce que c'est un espace. Alors, qui sont dedans? Oui, mais attendez, quand on demande au Maroc d'entrer dans la CEDEAO, le Maroc c'est le bras
c'est le bras exécutif de l'Union européenne. C'est lui-même qui doit frapper la monnaie. Qui doit émettre même la monnaie. Ah, justement. Non, vous voyez, ça veut dire que... Donc le Maroc sera de plein pied dans la CEDEAO. CEDEAO. Ça veut dire que... Pour raison stratégique. Aujourd'hui... Et politique peut-être. Aujourd'hui... Non, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous représentons un enjeu sous-régional et moi c'est en cela que je suis fondé d'être optimiste que notre problème sera réglé très tôt. Ça sera réglé très tôt pour que la question de l'alternance, la question de la gouvernance, parce qu'on peut faire une monnaie, on ne peut pas avoir un espace monétaire. Les monétaire. gars, je vous rappelle quand même que le 15 février dernier, en travaux préparatoires, les acteurs, le 19, se sont mis d'accord qu'au bout de 10 jours, ces discussions prennent fin. Oui. C'est ce qui a été écrit dans l'ordre du jour. Non, mais quand on dit 10 jours, ça dépend de comment vous comptez les 10 jours. Voilà. Il n'y a eu que 2 jours de discussion. Donc, autant dire 10 journées. Oui, c'est ça. Ça veut dire que 10 séances. Parlons de 10 séances. Parlons de séances. Non, parlons de 10 séances. Non, mais quand on dit. Non, c'est pas comme ça que ça a écrit dans le test. Oui. Non, mais mon frère. Quand on dit. On le change en 10 journées. Attends, voilà, non, 10 séances. Je vous dis, le Togo représente. C'est le terrain qui commande l'action. Oui, non seulement ça, le Togo représente un enjeu. Vous imaginez qu'on dise ces investisseurs qui ont du mal déjà à investir, on leur dit que le dialogue togolais va durer 2 mois. Non, mais il faut qu'on le. Attends, c'est une communication politique. On leur dit 10 jours. Bon, chemin faisant, il y a eu des blocages. On fait full stop, on revient, etc. Donc c'est technique. Bien. C'est-à-dire, voilà. Et on va finir le débat. Acha, aujourd'hui, il faut appeler les acteurs, chacun à mettre un petit peu d'eau dans leur vin. Il y en a même qui disent qu'ils n'ont même plus de vin. Donc ça devient compliqué. Ah oui, il faut amener les Togolais à comprendre que nous sommes dans un processus de construction de notre pays. Et quand on veut construire le pays, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et quand je dis mettre la main à la pâte, c'est d'aller vers des concessions possibles. Comment nous allons faire pour que les Togolais renouent avec les bonnes manières et surtout la bonne gouvernance. Et je pense que c'est à ce défi que tout le monde doit s'atteler. Et au niveau du dialogue, vivement que les choses reprennent vite. Puisqu'on nous a parlé de la disponibilité du président ghanéen. Je pense que lorsqu'il sera de retour de son voyage et qu'il aurait aussi du temps pour consacrer au Togo, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Il a été voté par les Ghanéens, il doit résoudre les problèmes du Ghana. S'il se prête, s'il accepte de venir résoudre nos problèmes, il faudrait qu'on fasse aussi preuve de discipline et de compréhension pour lui faciliter la tâche. Oui, techniquement, Antoine Folly a dit sur une radio, comme vous venez de le répéter, qu'ils ne signeront aucun document qui dira que Faure soit candidat en 2020. Ça, c'est clair. Et juridiquement ou bien constitutionnellement, aucun document ne refuse que Faure ne soit candidat en 2020. Bon, d'accord. C'est notre débat. On va plus ouvrir le débat. Nous, on va le prolonger demain avec d'autres confrères. Merci beaucoup au Fiokoulo Adanglenou, à Tcha Ibrahim, Joël Lega et Ambroise Pondio. Merci également à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Henri Gator. À demain. Taxi FM, toujours premier sur l'info.